Voilà un truc vrai. Un jour vous allez mourir. Voilà un truc faux. On ne vit qu'une fois. Il faut environ 7 ans pour maîtriser un domaine. Si tu vis jusqu'à 88 ans, tu auras 11 opportunités après l'âge de 11 ans pour être bon dans quelque chose. Ce sont tes vies. La plupart des gens restent coincés dans une vie. J'ai toujours su que j'étais doué à faire des spreadsheets sur Excel. D'autres ont peur de la mort. Je n'ai qu'un diplôme, j'ai un diplôme que dans un seul domaine, et si je n'exerce pas dans ce domaine, que suis-je? D'autres pensent qu'ils sont déjà des fantômes. J'étais bon au basket, mais je me suis blessé à la cheville. Aujourd'hui, je passe le plus clair de mon temps à simuler mentalement une réalité où je ne me suis pas blessé. Mais tu as plusieurs vies. Tu peux en passer une à écrire des poèmes, tu peux en passer une à construire des trucs, tu peux en passer une à répondre à la question du comment, tu peux en passer une autre à répondre à la question du pourquoi. Ce sont tes vies. Fais-en quelque chose. Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, on poursuit sur la lancée des résumés de livres en attendant que le contexte sanitaire me permette de refaire des interviews. J'ai choisi de résumer un livre qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée de Robert Fisher. Alors c'est un livre qui parle d'amour de soi, c'est un livre qui parle d'acceptation de ses propres émotions malgré le regard des autres, tous ces sujets très classiques qu'on retrouve dans le développement personnel, mais là qui sont abordés de manière très percutante et surtout très originale, puisqu'il s'agit d'un conte semi-sérieux, donc semi-vraiment un conte, mais semi-parodique et très pinçant, avec beaucoup d'humour, mais je t'en reparle dans l'introduction. N'oublie pas que tu peux t'abonner au podcast sur à peu près toutes les plateformes. C'est ce qui m'aide le plus à développer l'audience. D'ici là, je te souhaite, dans tous les cas, une très très belle écoute. Ceci est un épisode qui n'était pas entièrement prévu parce que je comptais pas enregistrer cette semaine. Je me sentais pas super bien, j'avais besoin de sortir un peu des obligations quotidiennes. Enfin, c'est le contexte sanitaire fait que avec le couvre-feu tout ça, on a beaucoup de... J'ai l'impression d'avoir un jour sans fin qui se déroule et du coup dans le fait d'avoir un jour sans fin qui se déroule, il y avait le fait d'avoir l'obligation tous les dimanches de faire ce podcast alors que c'était pas forcément le projet que j'avais au début, puisqu'au début je voulais interviewer des artistes. Et donc voilà, j'avais un peu boudé, donc j'avais décidé de pas en faire, parce qu'en plus, contrairement à l'atelier, hein, donc l'atelier, ma newsletter où je peux écrire à l'avance, là, les podcasts, vraiment tous les week-ends, c'est un petit stress, parce que je me suis infligé entre grosses guillemets ce rendez-vous et voilà, donc j'étais pas parti pour en faire un, et finalement et puis en plus ouais je me sentais je te l'ai dit, donc je me sentais pas super bien, et j'ai attrapé ce livre qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée, parce que justement, je sais que la lecture, en général, m'aide à aller mieux. Et en fait, j'ai adoré, et ça m'a donné l'envie de te faire un résumé, donc on est parti pour le résumé du Chevalier à l'armure rouillée. D'abord, comment je suis tombé sur ce livre, parce que c'est pas du tout le genre de livre que j'attraperais comme ça dans un rayon de base. C'est un cadeau d'une invitée de ce podcast, Valentine Bureau, donc que tu as entendu dans un épisode, et ce livre parle de libération. En tout cas, c'est comme ça qu'elle me l'a vendu elle m'a laissé un petit mot quand elle me l'a offert, parce qu'elle m'a envoyé par la poste. Et ouais, j'étais assez intrigué, surtout qu'en plus je savais que j'ai vu après qu'elle avait une actualité intéressante, en tout cas un événement notable dans sa vie, puisque elle a sorti un court-métrage. D'ailleurs je t'invite à aller regarder, hein. Tape dans Google Valentine Bureau roulette russe, et je suis tombé d'ailleurs sur un bout d'interview d'elle qui dit: ça fait 9 ans que je dis à qui veut bien l'entendre que je veux réaliser des films, et ça fait 9 ans que je ne le fais pas. Et cette année, je vais avoir 40 ans. Donc je me suis dit, soit je le fais, soit je me tais.
visiblement, je ne suis pas fan de me taire, donc je l'ai fait. Et le pitch de ce court-métrage, donc de 2 minutes 30, c'est « L'amour peut-il durer quand il repose sur du jeu et du mensonge ? Anna et Raphaël dépassent leurs croyances limitantes en se prenant à un jeu qui pourrait bien la rattraper. » Je t'invite à aller découvrir ça et je t'en parle parce que justement, Valentine, en faisant en tout cas de ce que j'ai compris, en faisant cette transformation qui est de réaliser enfin des films, c'est un peu appliqué ce qu'il y a dans le livre. Mais je vais t'en reparler. C'est un livre qui a beaucoup traîné sur mon bar, enfin, avec un regard coupable. Je voyais le livre me regarder en me disant mais pourquoi tu me lis pas, ça se fait pas, c'est un cadeau, en plus je suis court, c'est un livre qui est tout court, qui est écrit en gros, qui fait 120 pages, mais vraiment écrit en super gros, tu vois, j'ai pris moins d'1 heure à le lire, et le livre m'insultait, il me disait mais pourquoi tu me lis pas, tu vas pas me stopper, et je me sentais coupable. Évidemment, le livre m'insultait pas, hein, mais t'as compris l'idée. Comment va se dérouler l'épisode? Je vais faire une partie spoiler et une partie non spoiler, enfin dans l'autre sens du coup, d'abord une partie non spoiler et une partie spoiler. Parce que je trouve pas de manière de résumer le livre sans le spoiler, donc je vais te prévenir quand on rentre dans les spoilers. Je vais d'abord commencer avec mon ressenti, mes impressions, et ensuite viendra le résumé. Alors, pour commencer, mon ressenti quand j'ai reçu ce cadeau, quand j'ai reçu le livre, mon premier réflexe a été de me dire « Oh là là, c'est un conte !» Tu sais, le type de conte avec une leçon, un peu comme L'Alchimiste, tu sais, le fameux livre L'Alchimiste dont tout le monde parle et que moi j'ai détesté. J'ai vraiment pas du tout aimé L'Alchimiste, je trouvais ça trop perché, il y avait trop de couches de mysticisme devant le message, et donc ouais, j'avais pas du tout envie de le lire, mais en même temps, j'avais passé un super bon moment avec Valentine, 1 heure d'échange assez profond, et je me dis, si elle me l'offre, elle a quand même vu un peu qui j'étais, donc elle a dû percevoir quelque chose, donc pas pour rien qu'elle me l'offre. Et puis en plus, comme je te l'ai dit, c'est 123 pages écrites en très gros. Là, j'ai lu en moins d'1 heure. J'étais encore plus à me dire, il faut que je le lise, même si j'ai pas du tout envie de le lire. Qu'est-ce que ça donne, mon impression à chaud? C'était vraiment un moment marrant. Contre toute attente, c'est un livre avec de l'humour, c'est un moment super agréable. Alors j'ai mis du temps à rentrer un peu dedans, alors j'ai du temps, c'est un livre court donc on va être pas tant de temps que ça, mais je veux dire, il y a un temps d'exposition, et dans ce temps d'exposition qui dure, je dirais, une trentaine de pages, c'est vrai qu'au début j'ai eu du mal à accrocher, et je suis à la fin du livre beaucoup plus enthousiaste que je l'étais au début. Au début je me suis dit oh là là, la tannée, pourquoi je m'inflige ce truc. Même si dès le début, on y reviendra, il y avait des signes que ça pouvait être un truc qui allait me plaire, j'ai quand même été toujours réticent. Finalement, ouais, c'était pas du tout mystique. Je dirais que l'écriture ressemble beaucoup plus au livre qui a déplacé mon fromage, qui est pareil un conte avec des souris. Bref, je te spoil pas qui a déplacé mon fromage, mais pareil, qui est super court, qui parle de changement et qui est vraiment cool, plus que comme L'Alchimiste, qui est très mystique. Je dirais que ce livre, il est pour toi si tu as pas forcément beaucoup lu sur le développement personnel, ou la philosophie. Tu sais, maintenant on appelle la philosophie de développement personnel. Je sais pas, c'est une espèce de repackaging pour la rendre plus acceptable, mais en tout cas cette idée de s'épanouir en se connaissant mieux. Ça n'a pas beaucoup lu sur le sujet, c'est probablement un livre qui est une très 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 bonne introduction. Typiquement un autre livre qui est selon moi la meilleure introduction au développement personnel, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que je ne saurais trop te recommander, alors qu'il raconte pas du tout ce que son titre laisse suggérer. C'est vraiment un livre pareil de développement personnel, et là ouais, le chevalier à l'armure rouillée, c'est une très bonne entrée en matière, même si c'est très superficiel. Mais c'est la nature du genre, parce que c'est un conte avec des leçons. Parfois, il y a des phrases qui mériteraient des livres entiers. Il y a des phrases, je me suis dit, mais attends, cette phrase, c'est l'idée entière d'un livre que je connais. Cette page, c'est l'idée entière d'un livre que je connais. Donc ouais, ça reste superficiel, mais c'est une très très bonne entrée en matière. Pareil, si tu veux l'offrir à quelqu'un qui a du mal avec les notions de vulnérabilité, d'amour de soi, parce que c'est les deux grands thèmes, je dirais, de ce livre. La vulnérabilité par rapport aux émotions, et puis l'amour de soi-même.
En revanche, ça risque de moins te plaire si tu as déjà énormément lu de livres de développement personnel. Encore que, je dis ça, mais c'est mon cas, et pourtant ça m'a plu. Donc, je sais pas. En tout cas, ça parle pas du tout de chevalier, t'inquiète pas. C'est pas du tout un conte du type Blanche-Neige, enfin pas Blanche-Neige, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas un conte. Moi, j'ai un rapport très allergique au conte. Vraiment à la figure, tu sais, du conte classique. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé ça, même quand j'étais petit. C'est pour ça que j'ai jamais regardé Shrek. Pourtant, j'ai découvert après, à l'âge adulte, que Shrek était en fait une parodie de conte et que justement, probablement que je devrais l'aimer parce que c'est fait par des gens qui se moquent des contes. En tout cas, des contes, tu sais, des contes genre Charles Perrault, etc., qu'on nous lisait quand on était enfant. Mais tu vois, j'ai quand même jamais regardé Shrek parce que j'ai cette réticence et je pense que c'est ça aussi qui faisait que j'avais pas envie de lire ce livre. Ok, à partir de maintenant, on va spoiler légèrement le livre. Donc, si jamais tu veux vraiment avoir aucune info sur le déroulement du livre, bah, c'est le moment de nous quitter. Et je te dis déjà merci de m'avoir écouté jusque-là. Alors après, c'est des spoils vraiment légers, hein. Je vais te reprévenir quand il y aura un spoil plus lourd. Je pense que tu peux encore rester un petit peu, puisqu'on va juste parler de la situation initiale. Alors, la situation initiale, c'est, comme son nom, comme son titre l'indique, un chevalier avec une armure. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est ironique dès l'entrée. Dès la première page, tu sens que ça va pas être un conte classique, même si moi je le savais vu la personne qui me l'avait offert. Alors je te lis la première page. Il y a fort longtemps, dans un très lointain pays, vivait un chevalier qui se trouvait bon, gentil et plein d'amour. Il faisait tout ce que faisaient les chevaliers bons, gentils et pleins d'amour. Il combattait les ennemis, qui étaient mauvais, méchants et pleins de haine. Il tuait des dragons et sauvait les demoiselles en détresse. Quand ses affaires marchaient mal, il avait la fâcheuse habitude de sauver les demoiselles, même lorsqu'elles ne le voulaient pas. Du coup, bien que beaucoup lui en fussent reconnaissantes, il y en avait tout autant qui lui en voulaient. Il acceptait cette situation avec philosophie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc tu vois, là, dès le début, il y a de l'ironie de la part du narrateur, puisque il dit qu'il se voit bon, gentil, etc. Il va sauver des demoiselles, même quand elles ne le veulent pas, elles lui en veulent. Il dit qu'il y a autant de demoiselles qui lui en veulent que de demoiselles qui sont reconnaissantes. Ça fait 50-50, et il conclut par on peut pas plaire à tout le monde. Certes, mais on peut éviter d'avoir 50% des gens qui nous en veulent. Donc voilà, il y a déjà de l'ironie. C'est suivi après par des passages d'exposition. Donc on expose le fait qu'il a une femme, on expose le fait qu'il a un enfant, et on expose le fait qu'il ne retire jamais l'armure. Donc il ne retire jamais l'armure, et à un moment, l'enfant réclame de le voir sous l'armure, sa femme aussi, et c'est là qu'arrive l'élément perturbateur. Alors c'est maintenant que je vais vraiment spoiler tout court le livre. Si t'es resté pour avoir l'introduction légère, c'est maintenant que tu peux nous quitter. Pour les autres, l'élément perturbateur, c'est un peu dans le titre, il peut pas enlever l'armure, il peut plus enlever l'armure. Alors il a relevé la visière juste avant, mais au moment où il veut vraiment tout enlever, il peut plus. Même la visière est collée, il comprend pas le phénomène, c'est un phénomène mystique. Il va trouver le forgeron, ils échouent, et puis il rencontre un bouffon, et le bouffon lui parle de Merlin, et lui dit d'aller trouver Merlin. Donc voilà, c'est là vraiment l'élément perturbateur. Je te passe les détails, il se balade, il part à la quête de Merlin, et on arrive dans la rencontre avec le fameux Merlin, après quelques mois, hein, c'est décrit comme plusieurs mois, même si dans le livre ça dure 2 pages, alors j'ai pas beaucoup aimé Merlin au début, donc c'est une des raisons pour laquelle je me suis dit, ah bah, ouais, ce livre, c'est mal parti. Je pense que je vois pas où ça va en venir, je sais pas si ça va me plaire. J'ai beaucoup aimé sa première phrase par contre. Enfin, une des premières phrases. Donc je te lis. Le chevalier se raidit. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour être insulté. Peut-être as-tu toujours pris la vérité pour une insulte, dit Merlin. J'aime beaucoup cette introduction de Merlin qui lui dit qu'en fait, peut-être qu'il a un problème avec la vérité et que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à... Enfin, que son problème, c'est la vérité. Et ça va être posé pendant tout le conte. Et il enchaîne avec... donc ils échangent encore. Il est très fatigué. Il se laisse tomber et Merlin dit « Tu as beaucoup de chance. Tu es trop faible pour t'enfuir.
Pareil, ouais, j'aime beaucoup ce truc. Faudrait revenir à la fin, parce que je pense que ça se comprend mieux quand on a écouté tout le conte. Et donc, attends, je te lis en entier, j'ai oublié de te lire tout. Tu as beaucoup de chance, commenta-t-il. Tu es trop faible pour t'enfuir. Que voulez-vous dire par là? Merlin, en guise de réponse, sourit. On ne peut pas courir et apprendre en même temps. Il faut rester au même endroit un certain temps. Et donc voilà, il y a cette idée de, si tu veux, pour apprendre, faut se poser à un moment, qui est l'idée qui va être développée pendant le conte. Et alors je te passe tous les autres échanges que j'ai pas trop aimé, tu découvriras par toi-même. Sur Merlin, mais ensuite Merlin finit par lui dire, donc le chevalier se dit en fait j'en ai marre, je vais rentrer voir ma femme et mon enfant, euh, et, euh, et en fait j'ai déjà compris, tu vois, il apprend, mais c'est un classique hein, dans ce genre de conte initiatique, comme dans Star Wars ou dans Harry Potter. Au début le héros il a une leçon rapide, il se dit bah c'est bon j'ai tout compris, et après donc il a déjà envie d'arrêter. C'est un peu je me rends compte en le disant, mais c'est totalement même la personnification, enfin la concrétisation, je sais pas si ce mot existe, de l'effet de Nick Kruger, l'effet psychologique qui fait que quand on vient d'apprendre un truc, on a l'impression de tout savoir. Et que c'est que quand on approfondit la connaissance, qu'on se rend compte qu'on ne sait pas tant que ça. Et donc il dit voilà, je vais y aller, je retourne, j'ai compris, faut que je vais te lire. Il dit je ne veux pas attendre d'enlever mon armure, je veux rentrer tout de suite et être un mari gentil et plein d'amour pour Juliette, et un père formidable pour Christophe. Merlin hocha la tête de compréhension. Il dit au chevalier que c'était très généreux de sa part de vouloir donner le meilleur de lui-même. Mais un cadeau, pour être un cadeau, doit être accepté. Autrement, il devient un fardeau. J'aime beaucoup cette phrase du un cadeau, pour être un cadeau, doit être accepté. Je ne vais même pas commenter, je te laisse méditer là-dessus, c'est une erreur con et que je fais régulièrement de faire ce qui semble être pour nous des cadeaux, mais qui sont en fait pour les autres des fardeaux. Donc il lui demande, il envoie une lettre pour demander à son fils s'il doit revenir, et en guise de réponse, son fils lui répond une lettre blanche, ce qui sous-entend qu'en fait, il ne connaît pas assez pour pouvoir répondre. Et on arrive à donc le chevalier qui se dit, bah attends, bah du coup à quoi bon enlever mon armure? À la base c'était ma femme et mon enfant qui voulaient que j'enlève mon armure, pourquoi? Donc, je te lis le passage. Merlin rappela au chevalier son nouveau but, se débarrasser de son armure. À quoi bon? Demanda le chevalier, morose. Il importe peu à Juliette et à Christophe que je m'en débarrasse. Fais-le pour toi-même, suggéra Merlin. Le fait d'être emprisonné dans cet acier t'a posé beaucoup de problèmes qui ne feront que s'aggraver avec le temps. Tu risques même de mourir d'une pneumonie à cause de ta barbe mouillée. Donc voilà, là, il prend conscience que de toute façon, les autres qu'il avait envoyés faire la quête n'ont pas tant envie que ça, enfin, ont déjà abandonné l'idée qu'il s'améliore. Et c'est là qu'il a la réalisation qui est, bah, j'ai commencé ce truc pour les autres, mais en fait, je vais le finir pour moi-même. Et donc c'est là que Merlin lui révèle qu'il faut monter sur ce qu'il appelle le chemin de la vérité, donc qui est un vrai... alors c'est un conte, hein, donc c'est vraiment illustré physiquement par un vrai chemin en pente, très dangereux, etc. Et qu'il lui faudra aller dans 3 châteaux. Donc le chemin de la vérité est traversé par 3 châteaux, enfin plutôt traverse 3 châteaux, le château du silence, le château de la connaissance et le château de la volonté et de l'audace. Et il lui rajoute, en plus de ça, tu vas avoir besoin de t'aimer toi-même. Donc une autre bataille que tu vas devoir livrer sur le chemin de la vérité, c'est d'apprendre à t'aimer toi-même. Et une des manières de commencer à t'aimer toi-même, bah, c'est de commencer à apprendre à te connaître. Comme toute relation amoureuse, tu me diras. Et donc voilà, entre-temps, il a pleuré, je te l'ai pas dit, mais il a pleuré quand son fils lui a envoyé la lettre vide qui disait qui signifiait que du coup il savait pas s'il voulait qu'il revienne. Et donc la visière tombe à cause des larmes et il comprend que pour faire tomber toute l'armure, il va falloir qu'il exprime ses émotions. Donc ça nous amène sur le château du silence. Alors avant ça, un petit passage que je voulais te lire. Les animaux acceptent et les êtres humains attendent. On n'entendra jamais un lièvre dire « Ce matin, j'attends que le soleil paraisse pour aller jouer près du lac. Si le soleil ne paraît pas, cela ne gâchera pas sa journée. Il est heureux du simple fait d'être un lièvre. » Le chevalier rumina cette idée. Il ne trouva pas beaucoup de gens qui, dans son souvenir, étaient heureux du simple fait
d'être des êtres humains. Pas de commentaire. Alors, le Château du Silence. Château du Silence, il arrive donc dans ce château qui au début est vide. Alors je te passe les péripéties qui lui arrivent dedans, mais à un moment, on lui dit « Nous dressons des barrières pour protéger ce que nous pensons être. Puis un jour, nous nous retrouvons coincés derrière ces barrières et n'arrivons plus à en sortir. » Et c'est un peu, c'est totalement le thème de ce livre, l'idée qu'on on se dit qu'on est telle personne, et du coup on n'arrive pas à laisser l'identité. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que à ce moment, il va aussi apprendre, qu'il faut retourner régulièrement dans ce château. Alors c'est glissé subtilement, et je le vois qu'à la relecture. Mais quand tu le relis, tu vois qu'en fait, à un moment, on lui dit qu'il va devoir... T'as l'impression à la fin de ce conte qu'il a accompli une quête et que c'est fini, mais en fait, il lui est suggéré dès le Château du Silence qu'il va falloir revenir régulièrement. Parce qu'en fait, imaginons que tu te dises, voilà, avant je me considérais comme une comédienne, et ça m'a beaucoup empêché de faire des choses. Maintenant, je me considère comme, je sais pas, une coach. En fait, peut-être qu'à un moment, il faudra que tu te reconsidères comme autre chose, une réalisatrice, et si tu as besoin de laisser tomber les identités, ou au contraire de les réconcilier, pas forcément la laisser tomber. Et donc, tu dois revenir régulièrement à ce chemin. Pas parce que tu as fait une fois la découverte de ce que tu étais, que tu vas rester indéfiniment ce que tu es, parce que tu finis par changer au fur et à mesure. Donc voilà ce qu'il découvre dans le château. Il découvre aussi qu'un des problèmes qu'il a, c'est la peur de la solitude, et qu'en résolvant cette peur de la solitude, il allait pouvoir commencer à se connaître. Et il finit, au début il parle beaucoup, et à un moment, il est tellement silencieux qu'il entend son vrai moi. Et une fois qu'il a fait ça, il passe à l'étape suivante, qui est le château de la connaissance. Et donc, Château de la Connaissance, c'est un château qui est donc la connaissance de soi, au final. Il découvre qu'en fait, il a confondu l'amour et le besoin, et qu'il a dans sa vie eu besoin de l'amour des autres parce qu'il ne s'aimait pas. Alors, y a une phrase qui est un peu trop définitive que je partage pas forcément. Je crois que c'est Merlin qui l'a dit, qui dit on peut pas aimer les autres quand on s'aime pas soi-même. Je trouve toujours ça un peu dur quand on dit ça dans le développement personnel. Je trouve que c'est un peu caricatural. Pareil quand on dit tu peux pas, comment tu veux qu'on t'aime si tu t'aimes pas toi-même. Et je réponds toujours, moi ma mère elle m'aime d'un amour fou, hein, que je m'aime ou pas, ça changera rien, tu vois. Donc ça part d'une bonne intention. Je comprends ce qui est dit, mais je trouve que ça manque parfois de subtilité. Et c'est moi, hein, je suis un des mecs les moins subtils du monde qui te le dit. Tout ça pour dire que donc il découvre que pour s'aimer, il a besoin de se connaître, c'est ce que lui avait dit Merlin. Attends, le temps que j'arrive, j'ai noté te lire la page 91. Ah oui. Donc il découvre sa vraie image et il découvre son potentiel. Et il dit: si c'est là mon potentiel, dit le chevalier, il s'est passé quelque chose de terrible qui m'a empêché d'arriver jusqu'à lui. Oui, répondit Sam. Tu as mis une armure invisible entre toi et tes véritables sentiments. Elle est là depuis si longtemps qu'elle est devenue visible et permanente. Il est bien possible que j'ai caché mes sentiments, reconnut le chevalier. Mais je ne pouvais pas dire tout ce que j'avais envie de dire, ni faire tout ce que j'avais envie de faire. Personne ne m'aurait aimé. En disant ces mots, le chevalier s'arrêta net. Il venait de prendre conscience qu'il s'était conduit toute sa vie de façon à être aimé des autres. Il pensa aux croisades auxquelles il avait participé, aux dragons qu'il avait tués et aux demoiselles qu'il avait sauvées de la détresse. Tout cela pour prouver qu'il était bon, gentil et plein d'amour. En vérité, il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il était bon, gentil et plein d'amour. « Nom d'un javelot sauteur !» s'exclama-t-il. « J'ai gâché ma vie. »« Non, dit Sam aussitôt. Tu ne l'as pas gâché. Il t'a simplement fallu du temps pour apprendre ce que tu viens d'apprendre. »« J'ai encore envie de pleurer, dit le chevalier. »« Là, oui, tu perdrais ton temps, affirma Sam. Il se mit à chanter cette petite mélodie. Les larmes de l'apitoiement sur soi-même finissent en dégoût, pour sûr. Ce ne sont pas celles-là qui feront rouiller une armure. J'aime beaucoup ce passage de se dire qu'en fait l'armure elle vient du fait que elle représente la distance qu'il a mis entre lui et ses sentiments, parce qu'il a fui ses propres émotions, il a fui ce qu'il était vraiment, et il a fui parce que il croyait
que si jamais il était vraiment ce qu'il était, bah, il serait pas aimé des autres. Et ça, pour le coup, quand je te dis qu'il y a des pages qui résument des chapitres entiers, dans mon livre à moi, Tu vas mourir étant mieux, 12 principes pour mieux vivre sa vie, le 4e chapitre parle de ça. Le 4e chapitre, donc il y a l'équivalent quasiment de tout ce livre qui parle que de ça. Et c'est là où ce livre est très fort, c'est qu'il est très concis, très percutant, et te donne des leçons comme ça qui peuvent te marquer. Et ensuite, il y a tout un passage sur la bonne et la mauvaise ambition. Je dirais que c'est le point... Alors, je vais pas dire que c'est le point faible, ça dépend. Je vais être plus humble, et je vais... Plus humble, on dit plus humble ou plus humble Je vais être plus humble et dire que c'est... en tout cas, ce que moi, j'ai le moins apprécié dans le livre, c'est cette partie sur l'ambition. Je trouve que je comprends ce qu'il veut dire, mais je trouve que c'est pas exprimé très clairement. D'ailleurs, c'est probablement une notion qui est pas très facile à exprimer, puisque dans The Subtle Art of Not Giving a Fuck, l'auteur explique à quel point c'est un des passages sur lesquels il a le plus galéré, cette histoire de comment définir de bonnes valeurs. Là, c'est pareil, il distingue la bonne et la mauvaise ambition. La mauvaise ambition... j'ai pas trop compris comment il la définissait, mais on comprend que c'est un rapport avec vouloir impressionner les gens, l'argent, etc. Et la bonne, elle vient du cœur. C'est pas hyper développé. Je crois que si j'avais été l'auteur, j'aurais plutôt dit qu'en fait, il y a une ambition qui est pour impressionner les autres, et une ambition qui est pour s'améliorer soi-même, pour la simple bonheur de s'améliorer. J'aime bien, moi, cette devise qui est Excelsior, qui est de toujours faire mieux que la veille, que l'avant-veille, que la semaine dernière, mais par rapport à soi, pas en voulant se comparer aux autres. Toujours être en amélioration de soi par rapport à soi. Voilà ce que j'aurais modestement amélioré dans ce passage. Et on arrive donc au dernier château, le château de la volonté et de l'audace, et découvre donc que le château de la volonté et de l'audace est guidé par le dragon de la peur et du doute. Et c'est tout. En fait, il découvre qu'il peut passer le dragon, en fait, que le dragon le brûle quand il y croit, mais que dès qu'il arrête d'y croire à sa peur est inoffensive, et donc il peut passer le dragon. Et c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Et donc c'est la connaissance de soi qui a permis de vaincre le doute, et c'est tout ce qu'il faut pour avoir de la volonté. Je pense que c'est ça que le message qui est derrière. Pourquoi avoir fait de ce château le plus court dans le livre, que ça soit en nombre de pages, que ça soit en durée qu'il y passe, c'est parce que en fait, il dit que pour que la volonté, il suffit juste... Enfin, il suffit, c'est dur, hein, mais il faut juste vaincre la peur, et la volonté apparaît. Il y a une citation que j'aime bien, que j'ai mise dans mon livre, qui s'appelle... qui dit là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est pas pour dire quand on veut, on peut, mais c'est pour dire que, en fait, souvent, la peur nous empêche de faire les choses, et qu'en fait, la seule chose qui nous empêche de la faire, c'est justement la peur. Alors, pas toujours, hein. Je déteste, tu sais, tu me connais, hein, je déteste tout ce qui est quand on veut, on peut, il suffit de le rêver pour le faire, etc. Non, mais c'est l'idée de se dire que parfois, c'est que la peur qui t'empêche de faire les choses, et pas vraiment ton incapacité à le faire. Et on arrive sur l'épreuve ultime, le dénouement. Il arrive, donc le chapitre s'appelle le pic de la vérité. Il arrive sur un gros rocher qui l'empêche de monter plus haut, et dessus il y a écrit: je ne peux pas connaître l'inconnu si je m'accroche au connu. Je ne peux pas connaître l'inconnu si je m'accroche au connu. Et donc, j'aime bien cette phrase parce qu'elle décrit bien ce que c'est l'apprentissage. Au-delà de même la quête de soi, juste l'apprentissage en règle générale. Si tu veux apprendre des choses, t'as besoin d'accepter que tu ne sais pas quelque chose avant d'augmenter ton savoir. C'est encore une fois, hein, le contraire de l'effet de Dunning-Kruger. L'effet de Dunning-Kruger nous pousse à croire que on sait. Et d'ailleurs, on a même tendance à se moquer des autres. La dernière fois, j'ai mes élèves à qui j'ai dit que j'avais mangé de la moutarde, et je savais pas si elle était périmée parce je l'avais pas mise au frais. Et il y en a 2-3 qui sont immédiatement moqués de moi en mode alors, tout le monde sait que la moutarde se met au frais. Et en fait, quand on a cherché sur Google, on s'est rendu compte que non, il y avait un débat sur... c'est pas assez évident. Il y a des gens qui disent que la moutarde ne périme jamais, qu'il faut donc ne jamais la mettre au frais. D'autres gens qui disent que si, bref, c'est pas si évident. Mais ce qui est marrant, c'est la rapidité avec laquelle il y a eu ce réflexe de se moquer, qu'on a aussi sur l'orthographe, hein. Quand on maîtrise un peu l'orthographe, on se moque des autres. Il y a ce truc de je connais un petit peu, donc je vais me moquer des autres parce que j'ai peur d'admettre que moi-même je suis pas, si je ne connais pas tant que ça, et ça a peur de se dire qu'on ne connaît pas tant que ça. Et
Du coup, bonne leçon, je trouve, je ne peux pas connaître l'inconnu si je m'accroche au connu. Là, il est un peu en détresse, il y a ses deux compagnons de voyage, alors je n'en ai pas parlé parce que je résume, qui hésitent à l'aider, mais ils se disent, non, on va pas l'aider, parce que la sympathie, ça peut affaiblir un humain. Pareil, cette simple phrase, je trouve qu'elle pourrait faire un article, un chapitre, un livre entier, et j'arrête pas de le dire parfois autour de moi, les gens n'ont pas forcément besoin de sympathie, ils ont besoin d'empathie, que tu les comprennes, ils n'ont pas forcément besoin que tu te projettes et que tu sois contaminé émotionnellement par ce qu'ils vivent, parce qu'en fait, si jamais tu as quelqu'un, je sais pas, qui est suicidaire, prenons un exemple qui m'est vraiment arrivé, mais quelqu'un qui est suicidaire, si jamais tu commences à paniquer avec la personne en disant mais non, mais comment tu peux dire ça, c'est horrible, si tu paniques, la personne n'aura plus forcément envie de se confier à toi parce que tu n'auras pas été un rocher sur lequel elle peut s'appuyer. Donc parfois la sympathie elle affaiblit la personne à qui tu la donnes. Alors parfois la sympathie est nécessaire, hein, c'est pas ce que comprends-moi bien. Et donc, on arrive à ce passage que j'ai noté, page 120, page 121. Laisse-moi le temps d'y arriver. Ah oui. Donc, il lâche le rocher, et voilà ce qu'il se passe. Abandonne-toi, murmura Sam d'un ton pressant. Le chevalier semblait ne plus avoir le choix. Il perdait ses forces à chaque instant, et là où il s'agrippait au rocher, le sang suintait maintenant du bout de ses doigts. Se croyant près de mourir, il s'abandonna, et plongea dans la profondeur infinie de ses souvenirs. Il se souvint de tous les reproches adressés à sa mère, à son père, à ses professeurs, à sa femme, à son fils, à ses amis, et à tous les autres. Au fur et à mesure qu'il plongeait dans le vide, il abandonnait tous les jugements qu'il avait contre lui-même. Il tombait de plus en plus vite. Comme son esprit descendait dans son cœur, il fut pris de vertige. Puis, pour la première fois, il vit clairement, sans la juger, ni l'excuser, l'existence qu'il avait menée. Il accepta alors l'entière responsabilité de sa vie, de l'influence que les autres avaient eue sur lui, des événements qui avaient contribué à le former. À partir de ce moment, il cessa de condamner ses erreurs et ses malheurs en les attribuant à quelqu'un ou à quelque chose d'extérieur à lui. La prise de conscience qu'il était la cause et non l'effet lui donna une sensation de puissance. Désormais, il était délivré de la peur. Pareil, je sais même pas, est-ce que vraiment je te commente? Je trouve que c'est limpide, cette idée de, pareil, qui aussi, c'est une idée qui pourrait prendre un chapitre, un livre entier, cette idée de, ok, de se voir soi-même, sans se juger, sans s'excuser pour autant. Quand je dis aux gens parfois que je m'aime et que j'ai pas de voix qui me juge, ils ont l'impression que j'ai peut-être une voix, tu vois, hyper narcissique qui quand je fais de la merde, me dirait que c'est cool. Non. Parfois je fais des trucs très mauvais et je m'en veux, et la voix que j'ai en moi, elle me juge pas, elle m'excuse pas non plus. Je trouve que c'est une bonne formulation, c'est un bon équilibre. Et il finit, c'est quasiment la dernière page, en disant: j'ai failli mourir des larmes que je n'avais pas versées. Enfin, il le pense. J'ai failli mourir des larmes que je n'avais pas versées. Et donc voilà, c'était le petit résumé de ce livre. T'as vu comment ça a été vite de le résumer, parce que le livre il se lit très vite. J'ai vraiment beaucoup aimé. Cette idée, voilà, qu'il faille aller régulièrement sur le chemin de la vérité pour se trouver soi-même dans le silence, et puis après on connaît ce que l'on est, ce que l'on veut, et puis on traverse la peur. Tu vois, si je résume ce livre, c'est ça, c'est l'idée de il faut aller sur le chemin de la vérité, accepter ses émotions. Il y a l'idée que l'armure qu'il avait, donc je t'ai pas dit, mais à chaque fois il a pleuré, chaque fois il a versé des larmes, et c'est les larmes qui ont vaincu l'armure. Et il y a cette idée que l'armure, donc c'est les sentiments qu'il n'a pas exprimés, enfin c'est quelque chose qui le protège, ce qu'il est lui, de l'environnement extérieur, mais, et c'est glissé en filigrane dans le livre, il y a aussi l'idée que du coup, l'armure l'empêche de ressentir ce que ressentent les autres. En se protégeant lui, en coupant ses émotions, il se coupe aussi des émotions des autres. Et c'est hyper important comme message. Tu l'as compris aussi, c'est un livre qui parle beaucoup des mus. Enfin, c'est du fait de muer, de se transformer. Tu l'as peut-être, si tu me suis sur l'atelier, tu as peut-être déjà vu mon email sur les 11 vies, donc qui résumait une BD. Alors je vais te relire le texte de cette BD, enfin c'est un gag, enfin c'est une BD, c'est ce qu'on appelle un strip. Bref, je te lis. Voilà un truc vrai. Un jour vous allez mourir. Voilà un truc faux. On ne vit qu'une fois. Il faut environ 7 ans pour maîtriser un domaine. Si tu vis jusqu'à 88 ans, tu auras 11 opportunités, après l'âge de 11 ans,
pour être bon dans quelque chose. Ce sont tes vies. La plupart des gens restent coincés dans une vie. J'ai toujours su que j'étais doué à faire des spreadsheets sur Excel. D'autres ont peur de la mort. J'ai un diplôme que dans un seul domaine, et si je n'exerce pas dans ce domaine, que suis-je? D'autres pensent qu'ils sont déjà des fantômes. J'étais bon au basket, mais je me suis blessé à la cheville. Aujourd'hui, je passe le plus clair de mon temps à simuler mentalement une réalité où je ne me suis pas blessé. Mais tu as plusieurs vies. Tu peux en passer une à écrire des poèmes, tu peux en passer une à construire des trucs, tu peux en passer une à répondre à la question du comment, tu peux en passer une autre à répondre à la question du pourquoi. Ce sont tes vies. Fais-en quelque chose. J'aime beaucoup cette BD. Ça me parle énormément sur le fait qu'on a besoin de mort. Enfin, dans le livre, c'est pas une mort dans le livre, mais justement, ça donne l'impression que ça peut être un peu facile. Alors non, en vrai, dans le livre, ça a l'air dur. Mais je veux dire que j'aime bien l'idée de mort et de plusieurs vies, parce qu'elle rappelle que c'est très très douloureux de passer d'une vie à l'autre. Booba a une autre manière de le dire, il dit « Je me tue quand j'ai besoin de naître, j'ai multiplié les naissances ». Pareil, même idée. Et en vrai, c'est l'idée qu'on a explorée avec Valentine Bureau dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode numéro 10, tu vérifieras, mais de toute façon je tape le syndrome de la page noire Valentine Bureau, tu le trouveras. Et je trouve que ouais, c'est un livre qui est totalement à l'image de ce qu'elle m'a raconté, de son parcours. Donc voilà, c'était une très bonne lecture. Ah, avant de finir, j'ai pas oublié le live sur le syndrome de l'imposteur. J'avais dit que le prochain épisode ce sera un live sur le syndrome de l'imposteur, mais comme t'as compris au début, en vrai j'avais prévu de le décaler d'une semaine puisque je me sentais pas de faire un épisode de podcast, mais j'ai pas oublié, on le fera. Je te tiens au courant sur l'atelier dès qu'on le fait. D'ailleurs, si tu écoutes ce podcast et que t'es pas abonné à l'atelier, en fait abonne-toi. C'est bizarre comme pire marketeur du monde, mais je veux dire en fait en t'abonnant tu seras prévenu du live, si tu veux le vivre justement en live et pas l'avoir en rediffusé. Donc je te tiens au courant directement sur la newsletter. Et voilà, c'était Le Chevalier à l'armure rouillée de Robert Fisher, et je remercie chaleureusement Valentine de m'avoir fait ce cadeau. J'ai passé un super bon moment, ça m'a redonné de l'énergie alors je n'ai pas tant que ça. Donc voilà, merci Valentine, et merci à toi de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine, ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.